La santé mentale au travail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, quand une situation concrète se présente, on se retrouve souvent assez seul pour savoir comment réagir. Comment repérer qu'une personne commence à vaciller? Comment aborder le sujet sans maladresse? Et que faire concrètement quand on porte aussi une responsabilité d'équipe ou d'organisation? Pour cette série spéciale de la Minute Humaine, j'ai choisi d'en parler avec le docteur Agnès Martineau-Arbès, médecin du travail, praticienne de terrain depuis de nombreuses années et analyste transactionnelle. Dans cette conversation, il n'est pas question de dramatiser ni de simplifier. Nous explorons plutôt ce qui se joue réellement, les signaux faibles, les hésitations, les situations parfois inconfortables, et les façons d'agir avec justesse dans la durée. Vous n'entendrez pas ici de solutions miracles, simplement des repères, de l'expérience et des pistes pour réfléchir, que vous soyez directement concerné ou en position d'accompagner d'autres personnes. Vous écoutez La santé mentale au travail, une série spéciale du podcast La Minute Humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour Xavier. Je suis ravi de te retrouver pour le 6e épisode du podcast sur la santé mentale au travail. Moi aussi. Agnès, peux-tu nous expliquer ce qu'un manager, un dirigeant, un chef de service a pour mission pour des personnes qui reviennent d'un long arrêt de travail? Oui, j'ai évoqué ce sujet et je t'ai proposé d'en faire un podcast qui a trait à la santé mentale parce que j'ai souvent observé dans mon activité de médecin du travail que un retour d'un long arrêt de travail pour maladie qui n'était pas accompagné de manière convenable pouvait générer des problèmes de santé psychique, du mal-être et du stress, non seulement pour la personne qui revient au travail, mais aussi pour son manager et l'équipe. Je m'explique. Quand on parle de long arrêt maladie, on parle de maladies qui sont souvent des maladies graves. J'évoque les situations de cancer. J'évoque les situations de maladies chroniques graves. J'évoque les situations de maladies psychiques graves, comme les burn-out, les syndromes anxio-dépressifs. Donc, ces pathologies qui ont généré de longs arrêts maladie sont des pathologies lourdes qui obligent la personne qui en est victime à décrocher complètement du travail pour focaliser toute son énergie pendant la période de l'arrêt à prendre les traitements, suivre les traitements préconisés par les médecins qui sont souvent des traitements lourds afin de guérir. Toute l'énergie de la personne est concentrée sur cet objectif, se traiter et guérir. Donc il n'y a plus de place pour la préoccupation professionnelle et ce pendant des mois, parfois plus d'une année ou deux. Ce qui veut dire que quand la personne est en mesure de reprendre le travail, il faut absolument préparer son retour. Pour elle, mais aussi pour l'équipe et son manager. Parce que sinon, quand la personne revient au travail et que rien n'a été préparé, c'est la chronique d'un échec annoncé. Ça ne peut pas bien se passer. Donc il est important de se préparer à ça quand on a dans son équipe un collaborateur ou une collaboratrice qui a été en arrêt maladie long et qui va revenir au travail. Parfait, mais alors quelles sont les choses à faire, à penser ou... Ça a été longtemps un sujet qui était insuffisamment abordé par la législation. Désormais, la réglementation de par la loi santé au travail récente de 2021, il existe ce qu'on appelle maintenant des cellules de maintien ou de retour à l'emploi qui sont organisées par les services de santé au travail et il existe une législation qui permet à l'employeur, malgré l'arrêt maladie, de prendre contact avec le collaborateur pour pouvoir prévoir, envisager une préparation du retour quand ce sera le moment du retour au travail. Quand la personne sait par ses médecins soignants qu'elle va pouvoir, d'ici quelques semaines, reprendre le travail, elle peut en informer son médecin du travail, elle peut en informer son employeur et dire « Je vais bientôt reprendre le travail et je pense qu'il va falloir des aménagements, je veux qu'on prépare mon retour. » Le médecin du travail comme l'employeur, avec la personne, peuvent organiser des rencontres dans ces cellules de maintien ou de retour à l'emploi, peuvent organiser des rencontres pour pouvoir préparer le retour. La première rencontre qui doit être faite, c'est la rencontre entre la personne et le médecin du travail. Le médecin du travail va être en mesure de juger quel est l'état de santé de la personne,
Si cet état de santé est compatible avec la reprise de l'activité, dans quelle mesure et quelles activités seront compatibles avec son état de santé, ce qui signifie quelles mesures d'aménagement de poste, d'aménagement de temps de travail, d'aménagement de temps partiel thérapeutique devront être envisagées avant la reprise et convenues avec l'employeur. Et puis, dans cette cellule de maintien ou de retour à l'emploi, il peut aussi s'agir de contraintes sociales, contraintes financières, contraintes de transport, etc. Dans ces cellules, on peut aussi prévoir la présence d'un assistant ou d'une assistante de service social pour traiter de toutes les affaires sociales, plutôt personnelles. Donc cette première visite avec le médecin du travail s'appelle la visite de pré-reprise. Cette visite de pré-reprise, elle se fait à la demande du salarié ou de son médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale, mais elle peut être proposée aussi à la personne par le service de santé au travail via un courrier de l'assistance sociale. Il peut aussi, avant la reprise de travail, il peut désormais être envisagé un entretien avec l'employeur, entre l'employeur et la personne. On ne parlera pas à cet endroit-là de problèmes de santé, ni de secret médical, parlera de ce qui peut être envisagé pour la reprise de travail comme aménagement d'activité. Donc ça, c'est possible aussi, ça se fait en coordination avec la cellule de maintien en emploi et le médecin du travail, et ça permet comme ça d'impliquer tous les acteurs concernés dans cette démarche de retour au travail d'une personne qui a eu un long arrêt maladie. Et du côté de l'entreprise, en sachant cela, on peut aussi préparer l'équipe à accueillir le collègue ou la collègue qui a été absent si longtemps. J'ai trop souvent vu des gens revenir au travail et découvrir que leur bureau était occupé par quelqu'un d'autre, ou que leur ordinateur avait évidemment été rangé quelque part et plus personne ne savait où. Tu vois, quand une personne a souffert dans sa chair ou dans son esprit, qu'elle a été longtemps éloignée du travail et qu'elle revient au travail dans ces conditions où elle ne se sent pas du tout accueillie, mais ça ne peut pas bien se passer. C'est terrible en fait. C'est terrible. C'est la double peine pour cette personne et tout le monde sort perdant d'une situation pareille. Alors que si on attend la personne, on va pouvoir préparer son bureau, on va pouvoir remettre son ordinateur en place, réinstaller les contacts, les applis, les mises à jour, que sais-je encore, faire en sorte qu'elle se sente accueillie. Quand la pathologie a été lourde, qu'il y a eu des traitements difficiles, qui ont laissé des séquelles, si les collègues qui ont pris des nouvelles sont au courant, ils peuvent se poser des questions comme qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on lui parle de la maladie? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Il y a toutes ces questions tout à fait légitimes dans une équipe de travail. En préparant le retour de la personne, on peut tout simplement préparer l'équipe et préparer cet accueil. On peut demander à la personne si elle a envie qu'on lui parle de ce qu'elle a vécu ou pas, et transmettre l'information aux collègues. Et pour le manager, on peut aussi le préparer et demander à la personne jusqu'à quel point elle veut que son manager soit au courant de ce qui lui est arrivé, de façon à comprendre les aménagements de poste qu'on prévoira en tant que médecin du travail. Si le médecin du travail dit par exemple qu'il faut un temps partiel thérapeutique uniquement le matin ou uniquement l'après-midi, avec des journées de travail, enfin des demi-journées uniquement l'après-midi, est-ce que la personne acceptera de dire que oui, elle a un traitement qui fait qu'elle est très peu réveillée le matin et qu'elle n'est pas efficace parce qu'elle ne peut pas se concentrer? Ou si elle refuse catégoriquement de dire quoi que ce soit, eh bien on donnera une recommandation sans dire quoi que ce soit. Il faut trouver l'ajustement nécessaire, la transparence nécessaire, ou en tout cas la connaissance nécessaire pour qu'il y ait du sens dans tout ça et que la personne se sente accueillie et que l'équipe l'accueille à un bon niveau sans être trop intrusive ni totalement indifférente. En collaboration avec cette personne qui revient, bien sûr. Et toujours avec l'implication de la personne via la cellule de maintien en emploi, via le service de santé au travail, avec son assentiment bien sûr, et tout ça avec les RH également. Donc voilà comment on prépare le retour au travail. J'ai envie de faire une mention spéciale pour les gens qui ont fait des burn-out. J'entends trop souvent dire qu'après un burn-out, on ne peut pas revenir dans l'entreprise. C'est faux, j'assume ce constat, c'est faux. C'est une croyance limitante. Elle vient d'où d'après toi cette croyance? Elle vient de la croyance qu'on fait porter toujours la responsabilité, voire la culpabilité du burn-out au chef, au manager, qui serait responsable et coupable du burn-out de son employé, de son collaborateur ou sa collaboratrice. Alors que, je le redis encore, je l'ai beaucoup dit dans ces podcasts, on ne fait pas de chasse aux sorcières.
c'est une organisation dysfonctionnelle qui a suscité la situation de cette personne. Cette personne n'est que le colibri de la mine, et en aménageant l'organisation... Le canari de la mine. Pardon, merci, merci, le canari de la mine, pas le colibri, j'ai fait une erreur. C'est le canari de la mine, en effet, tu as raison. Donc, en partant de ce postulat, personne n'est coupable, mais chacun a une responsabilité, une co-responsabilité dans ce qui s'est passé, mais dans le traitement et la solution de la problématique. On peut se dire qu'on peut accompagner un retour de maladie après un burn-out et faire en sorte que les choses se passent bien dans l'équipe ou dans l'entreprise. Peut-être pas sur le même poste, et il faut voir les causes du burn-out avant de le décider ainsi, et surtout, pourquoi ne pas s'autoriser à envisager un poste qui soit écologique avec des aménagements corrects pour la personne qui revient au travail, même après un burn-out. Parce que ça, pour le coup, c'est le double effet qui se coule. Ce qu'on fera pour cette personne, le canari de la mine, on le fera pour toutes les autres en même temps. Les aménagements de l'activité et de l'organisation seront bénéfiques pour tout le monde. Ce qu'on appelle un processus apprenant. Un processus apprenant et on sort d'un cercle vicieux pour être dans un cercle vertueux où le bien-être de l'un fera à un moment donné le bien-être des autres. Donc dans l'organisation dite dysfonctionnelle, il y a des processus qui engendrent des situations non souhaitées, mais c'est pas le processus qui va s'arrêter, c'est quand quelqu'un va prendre la responsabilité d'arrêter le processus, quelque chose va se passer. C'est ça Absolument. Et ça ne repose pas sur une seule personne. Dans une situation de burn-out, finalement, beaucoup de personnes sont impliquées. La personne elle-même, elle est impliquée et elle est malade de cette implication. Les gens qui font des burn-out sont souvent des gens hyper motivés, hyper efficaces et qui ont trop donné d'eux-mêmes. Et ça doit se travailler. Ce lien au travail doit se travailler à part, d'accord ? Mais il y a aussi une organisation qui a favorisé ça. Et donc la personne qui sera responsable de ce retour à l'emploi et de ces aménagements ne peut pas être seule. C'est collectif et une responsabilité collective. Donc il y a souvent toute la ligne hiérarchique, mais il y a aussi les chefs de projet. Si on est dans une organisation matricielle, il y a les RH qui ont leur part à faire. Chacun a sa place et doit tenir toute sa place. Mais rien que sa place. Et chacun est co-responsable de la réussite de ce retour au travail. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a que des gens qui font de leur mieux pour le bien de tous. Les pervers narcissiques dont j'entends parler beaucoup trop souvent sont rarissimes. Les gens qui veulent nuire intentionnellement, les harceleurs, sont rarissimes. Nous sommes dans des organisations qui font mal, mais qui sont peuplées de personnes qui font de leur mieux pour pourtant aller bien, mais qui font parfois très maladroitement, ou qui ne savent pas faire. Et qui doivent apprendre. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que c'est cette co-construction et cette coopération des actions de retour à l'emploi qui est efficace et qui nous fait grandir tous finalement parce qu'on apprend de ces expériences et que le modèle de ces expériences peut se diffuser. Et c'est comme ça qu'on peut diffuser les facteurs protecteurs aussi. Y a-t-il d'autres actes, d'autres éléments à apporter pour ces managers, directeurs, dirigeants ? Oui, j'ai envie de raconter cette expérience professionnelle que j'ai vécue il y a un tout petit peu plus d'1 an. C'était une équipe de managers. C'est le directeur de ces managers, enfin le manager de ces managers qui m'a sollicité en me disant « Docteur, je voudrais que vous nous aidiez à faire un travail collectif. Nous sommes des managers qui avons suivi les formations de détection de personnes en difficulté, qui tentons vraiment de notre mieux de faire en sorte que l'organisation soit favorable. Mais néanmoins, il y a encore des situations qui nous échappent, qu'on n'arrive pas à détecter, ou qu'on croit avoir résolues qui finalement ne sont pas résolues. Il y a encore ce tabou sur les problèmes de santé psychique au travail. Et ce tabou de si on a un problème de santé psychique, c'est qu'on est faible, qu'on est fragile. Et on voudrait vraiment tordre le cou à ce tabou. Donc on voudrait travailler ensemble avec vous, sur faire des ateliers pratiques. Et pourquoi je parle de ça ? D'abord parce que cette démarche a été exemplaire, et je suis tellement contente de l'avoir vécu dans ma carrière, un directeur, manager de managers, qui étaient eux-mêmes managers, donc d'autres managers, qui me sollicitent en me disant « Nous voulons tous progresser sur le bien-être au travail ». Finalement. Et le bien-être au travail, en toute conscience que le bien-être au travail, c'est le sentiment de bien faire son travail et d'être reconnu dans son poste et son métier.
j'ai trouvé cette expérience, d'abord, elle a été exceptionnelle, extrêmement enrichissante, et je me souviens en particulier d'un atelier auquel j'ai assisté, participé et même co-animé. C'était les lundis après-midi tous les 15 jours. Et on a fait ça pendant plusieurs mois. Donc ils ont dédié du temps de manager à une action de prévention pour la santé mentale des collaborateurs et d'eux-mêmes. Ce jour-là, il avait été décidé qu'un des collaborateurs de l'équipe venait raconter comment et pourquoi il avait fait son burn-out quelques mois avant et comment il avait vécu son retour au travail au sein de l'équipe, même de manager. C'était courageux, c'était audacieux et ça a été plébiscité. Et c'était tellement émouvant. On avait mis évidemment toutes les sécurités en place. J'avais fait un petit topo sur le burn-out, etc. pour expliquer les mécanismes psychiques du burn-out, le stress chronique, etc., etc., les différentes phases. Et ensuite, il a raconté son histoire et il a dit comment il avait vécu son retour au travail et comment il avait eu le sentiment d'indifférence. Et il était avec les collègues qu'il avait accueillis à son retour au travail, d'accord ? Donc il disait quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire avant. On avait fait en sorte que cet atelier soit très contenant. En termes de sécurité, il y avait la confidentialité, la confiance, l'absence de jugement, l'autorisation de se dire les choses qu'on avait envie de dire, mais sans jugement, sans condamnation. Et il a raconté son histoire et il a dit comment il avait eu le sentiment que son burn-out comptait pour du beurre. Et c'est ça qui a été discuté. Et on est tous sortis grandis de cet atelier. Grandi à bien des égards, grandi de cet aveu, grandi de l'aveu des autres qui ont dit mais oui, effectivement, on n'a pas osé t'en parler, on savait pas comment aborder le sujet, on savait pas de quoi te dire. Donc tu as libéré la parole. Ils se sont autorisés à libérer leur propre parole. En fait, tu as été sollicité pour les aider. Mais moi j'étais là comme en tant qu'animateur, garant du processus, garant de la confidentialité, de la protection. C'était, tu vois, ils ont eu ce courage, cette audace, et finalement qui a été mais tellement porteuse, parce que ça a créé un lien et ça a consolidé le lien. Ils se sont dit les choses qu'ils avaient à se dire sans conflit, sans animosité, et ça a permis d'ouvrir la parole d'une autre personne qui avait aussi fait un burn-out, et ça a été extrêmement constructif. C'est exemplaire, hein ? C'est exemplaire. Oui. Et vivre ça dans une carrière de médecin du travail, ça m'a permis de me dire que c'est possible. Donc c'est possible de revenir d'un burn-out dans la même organisation. Absolument. Mais et d'en ça tirer demande, des leçons. Voilà, et ça demande un aménagement, ça demande un dialogue, ça demande une préparation, et c'est pas une personne qui le fait, c'est un ensemble. Hein. Il faut jouer collectif, comme au rugby. Oui, si le système a été défectueux et a mis une personne en danger, c'est aussi le système qui va pouvoir corriger. Mais bien sûr. C'est pas parce qu'elle a pris des médicaments pendant 1 an qu'elle revient en meilleure forme que ça va changer. Si le système n'a pas changé... La difficulté restera la même. On est d'accord. J'ai beaucoup apprécié l'exemple que tu donnes à la fin. C'est exemplaire, c'est ce genre de situation que je cherche à apporter dans mes interventions, dans mon travail, et toi aussi d'ailleurs. C'est notre travail. C'est notre travail, ça correspond à nos valeurs, à ce que nous cherchons à instiller dans ce monde professionnel. Je te remercie Agnès. Merci à toi Xavier. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt Xavier. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Minute Humaine. Ce podcast est né d'une conviction simple. Les questions humaines au travail méritent du temps, de la nuance et des espaces pour en parler vraiment. Et si cet échange vous a fait réfléchir ou si certaines situations résonnent avec votre réalité, vous pouvez prolonger la discussion en vous inscrivant à la newsletter du podcast. J'y partage les rendez-vous qui sont liés à la Minute Humaine, comme des webinaires pour approfondir les sujets abordés, des temps d'échange pour poser vos questions, des formations, des cercles de parole, ainsi que des ressources pour continuer à explorer ces enjeux. L'inscription est gratuite et elle permet surtout de rester en lien autour de ces conversations. Je suis Xavier Eloi, créateur de la Minute Humaine, aux côtés du Dr Agnès Martino-Arbès, qui rappelle souvent que la santé mentale n'est pas un sujet à part, elle constitue le socle vivant des organisations. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.